Alors, on passe à la lettre A, le jeu des archétypes. Oui, encore un terme qui est passé dans le langage courant, mais qui est mal utilisé. Oui, c'est vrai. On va dire que monsieur Untel est l'archétype du sage ou du fou. Ça veut dire l'exemple même, mais c'est pas ça un archétype. Justement, croyance pour les uns, révélation pour les autres. Il existerait des puissances qui viennent contredire notre absolue volonté à être libre et indépendant. Les archétypes sont les tendances lourdes du psychisme, sont des forces contraignantes. Jung disait que vous ne pouvez pas éviter de penser à certaines choses parce qu'il y a une influence d'un archétype. Il disait ça notamment à propos de la vie après la mort. Vous ne pouvez pas ne pas vous former une représentation. C'est un archétype. Bon. Il y a aussi l'archétype du père et de l'esprit, l'archétype de la mère et de la matière, qui détermine des façons de sentir et de juger notre subjectivité, en fait, est très, très, très largement conditionnée par les archétypes. Alors, ces facteurs psychiques contraignants, ces tendances lourdes, elles influent, pour le meilleur et pour le pire. L'inconscient peut nous enfermer. L'inconscient est aussi une fonction de révélation, de condensation et de synthèse. Donc, la réception d'un rêve, le constat d'une synchronicité vont nous frapper, vont parfois nous déranger. C'est un peu comme l'irruption d'une personne dans notre univers tranquille, quand elle frappe à la porte de notre inconscience et de nos habitudes, et quand elle exige que nous bougions de là. Les rêves et les synchronicités nous aident à développer ce qu'on appelle la connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. C'est-à-dire que cette connaissance de soi ne consiste pas à se définir en disant « moi je suis comme ci, moi je suis comme ça ». Elle consiste à appréhender ce qui nous détermine, et notamment ses influences archétypiques. En analyse, par exemple, on commence par le b.a.-ba, savoir est-ce que je suis plus affecté par l'archétype de la mère ou par l'archétype du père? Est-ce que j'ai davantage tendance à vivre avec la matière ou est-ce que j'ai davantage tendance à m'élever spirituellement? Est-ce que mon existence est gouvernée par... est-ce qu'elle est gouvernée par la mer? Est-ce que j'aspire à la sécurité? Est-ce que je sais me nourrir convenablement, physiquement et matériellement? Ou est-ce que ce qui me préoccupe davantage, c'est la question du sens, de l'ordre? Bon, on va
sans explorer la signification des principaux archétypes, quand même s'intéresser à leur influence dans notre vie. Est-ce que l'archétype du sens, qui est l'animus, me conduit à rechercher la vérité, à exprimer un mouvement? Est-ce que l'archétype de la vie, qui est l'anima, me conduit à sortir d'une forme d'immobilisme et d'inconscience? Est-ce que je ne suis pas trop pris par cet archétype, que ce soit celui du sens ou celui de la vie? Voilà, on va se poser toutes sortes de questions. Alors évidemment, il faut connaître les principales significations des images archétypiques. Et là, je dirais, la psychologie analytique de Jung et tout son travail nous a grandement avancé pour percevoir l'influence des différents archétypes. Notamment dans ce livre extraordinaire et extraordinairement difficile qui est Mysterium Conjunctionis, qui est une collection d'archétypes et d'interprétation de ces archétypes et de phénoménologie de ces archétypes. Comment ils se manifestent dans notre vie, comment ils apparaissent dans nos rêves. Les synchronicités adviennent quand un archétype est activé dans notre vie ou dans le monde. Pourquoi il s'active, ça, c'est une question qui n'est pas toujours évidente. Dans notre vie, il semble qu'un archétype s'active à un moment donné, en tout cas positivement, pour rétablir un équilibre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a trop de mère, par exemple, on va espérer pour lui ou pour elle que l'archétype du père va s'activer dans ses rêves. Et on va s'intéresser à tout ce qui relève de l'archétype du père, qui est capable de rétablir l'équilibre. Et inversement. L'équilibre psychique pourrait être défini, d'une part comme un centrage, d'autre part comme un équilibre entre les différentes influences archétypiques. La pathologie pourrait être définie comme la prépondérance, l'excès d'un archétype, d'une influence archétypique qui prend toute la place. Un archétype qui prend le monopole. Je réalise que j'ai mélangé tout un tas d'idées là, dans ce que je viens de dire. On va résumer en disant que les archétypes peuvent être un facteur de rééquilibrage du psychisme, peuvent être un facteur d'ouverture, qu'ils contiennent des forces extrêmement puissantes, que, en se reliant à l'inconscient, on se relie à ces influences et cela nous amène à dire que le psychisme peut se rejouer. On n'est pas strictement déterminé par l'avant, on n'est pas strictement déterminé par l'histoire, même si elle pèse lourd, et que les archétypes, c'est précisément ce qui peut permettre de desserrer
de nous élargir au sens carcéral du terme. Ce que tu es en train de dire, c'est que l'inconscient est matriciel, en fait. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est à la fois matriciel et patriciel. Ce que je suis en train de dire, effectivement, on peut mettre l'accent sur le fait qu'il est matriciel, la conscience procède de l'inconscient. Je reviens à ce que je disais, donc, pour résumer le propos sur l'influence des archétypes. Ils peuvent avoir un aspect positif de relancer le psychisme, de le rééquilibrer, et en même temps, ils peuvent avoir un aspect négatif si un seul archétype prend toute la place, ou si l'appareil psychique n'est pas suffisamment fort pour supporter l'énergie de ces archétypes. Oui, mais comment vivre alors l'influence des archétypes dans cette espèce de dialectique qui est imposée, qu'il s'agisse du monde intérieur ou du monde extérieur? Comme on peut. Les énergies et les images oniriques peuvent faire irruption de manière inattendue, pressante et contraignante dans notre vie. Il importe de se positionner. Il importe de se positionner, il importe de ne pas se confondre avec les images qui nous sont données. Et je dirais que l'interprétation adéquate des différents phénomènes de l'inconscient exige autant notre capacité d'ouverture que notre sens critique. Il y a des gens qui sont le siège d'une révélation. Comment chevaucher le dragon sans qu'il nous désarçonne ? Ne risque-t-on pas d'être traîné, brûlé ? Tout ça est vrai aussi pour les synchronicités. Bon, bien sûr, on peut déjà constater que ces synchronicités, par leur caractère frappant, nous transforment un peu. Elles nous font quitter des positions rigides. Elles nous laissent en suspens. Elles contribuent à une reprogrammation tant physique que mentale. Il est possible que l'émotion qu'elle déclenche apporte une irrigation nouvelle à nos cellules. On dirait jusque-là. Il est vraisemblable qu'elles peuvent nous donner l'audace de rompre des habitudes et de nous engager dans des chemins différents. Elles nous font quitter le bon sens ordinaire. Bon sens que l'on doit respecter, mais qui peut nous emprisonner. Voilà, ça c'est la vertu des synchronicités aussi. C'est qu'elles font effraction. Cela étant, il faut rester prudent. Il faut rester prudent et ne pas se croire propriétaire de ce que les synchronicités éventuellement suggèrent comme sens. Voilà. Je n'ai que très imparfaitement répondu à ta question. Comment on fait pour se situer ? Concrètement, les archétypes activés s'accompagnent d'images archétypiques. Les synchronicités
s'accompagne aussi d'émotions. Ces émotions, ces images doivent être interrogées. On doit pouvoir prendre du recul. Il est important de prendre du recul. Voilà. Il est important de ne pas s'identifier à ce qui nous traverse et de ne pas s'identifier à ce qui nous est donné. Ce qui nous est donné, c'est une information à traiter sous forme d'émotion ou sous forme d'image. Mais comment pourrait-on prendre une certaine marge de liberté dans tous ces jeux ? Comment pourrait-on prendre une marge de liberté, c'est-à-dire que on ne devrait pas tenir compte de ces synchronicités? Je ne comprends pas la question. On est soumis au jeu de ces influences. Ah, on est soumis à l'influence de ces archétypes. Qu'est-ce qui pourrait les rendre moins contraignants? Où c'est qu'on pourrait dégager une petite liberté dans tous ces jeux ? C'est-à-dire, peut-on affirmer un libre arbitre malgré ces contraintes? Oui, bien sûr, il le faut, mais tout en considérant ces contraintes. Je ne pense pas qu'on puisse, comme Raskolnikov ou comme Don Juan, ignorer que notre liberté est très très conditionnée. Je ne pense pas qu'on puisse ignorer qu'il y a des règles morales non plus. Parce que les règles morales, elles ne sont pas l'invention de l'homme, ce sont des influences archétypiques aussi. C'est comme s'il y avait une sagesse naturelle dans le monde. Bon. Est-ce qu'on peut se réserver une marge de liberté ? Oui, mais en acceptant bien qu'il y a des contraintes. De toute façon, la liberté, c'est ça, c'est l'acceptation des contraintes. Est-ce que l'on peut vivre autrement que sous la pression des archétypes? Alors là, je crois pouvoir répondre que si l'on mène une vie juste, si l'on s'efforce de tenir en équilibre, si l'on vit philosophiquement, comme disaient les anciens, la pression des archétypes est moindre. La pression des archétypes est d'autant plus forte qu'on est inconscient et que l'on ne mène pas sa barque correctement. Cela dit, il y a des moments où l'archétype fait irruption dans notre vie et nous contraint à nous engager sur des chemins, et c'est beaucoup plus fort que nous. Voilà. Dans le livre rouge, et surtout dans la dernière partie qui s'appelle « Épreuves », dans laquelle on trouve les sermons de mort aussi, Jung nous engage à nous positionner en face des dieux et des démons. C'est la même chose. Et notamment, il parle de deux d'entre eux, qui sont la sexualité et la spiritualité, qui peuvent s'emparer de nous totalement. Et il importe que, comme il le dit aussi à d'autres moments du livre rouge, que le Dieu s'arrête devant l'homme et que l'homme s'arrête devant Dieu. Voilà. Nous ne devons pas nous confondre avec les forces qui nous traversent. Et nous ne devons pas nous laisser emporter sans résistance.
Oui, la marge de liberté, c'est se différencier un petit peu de ces puissants archétypes. Se distinguer même totalement. Vous n'êtes pas la colère. Krishnamurti disait, vous n'êtes pas la colère. Vous n'êtes pas l'avidité. Vous n'êtes pas la puissance. Vous n'êtes même pas le génie qui vous habite et qui vit au détriment de vous d'ailleurs souvent. Se distinguer. Se distinguer de ce qui crée trop d'émotions, de ce qui nous donne trop de puissance, de ce qui est trop intense. Mes patients, je leur dis, faites attention à l'addiction à l'intensité. Voilà, ça c'est un moyen pratique, commode, usuel de positionnement en face des archétypes. Se méfier de l'intensité, ou d'une intensité excessive. Et en même temps, l'intensité, on la recherche. On n'a pas envie de bon. Mais il faut s'en méfier. Voilà.